Comment se passe l'association entre les âmes astrales et les races éthériques ou physiques? Supposons qu'une race éthérique mineure soit créée. Elle est donc, en quelque sorte, toute neuve. Certes, la plupart du temps, les races interstellaires sont paresseuses, et elles préfèrent prélever des groupes au sein d'une race éthérique mineure, pour les transporter jusqu'à d'autres planètes et ainsi peupler progressivement les planètes qui sont prêtes à recevoir de la vie. Les colonies ainsi transplantées finissent par perdre la mémoire de leurs origines extraplanétaires au bout de quelques générations seulement. Et souvent cette mémoire est altérée ou supprimée délibérément par ceux qui les ont transplantées là, pour des raisons de santé mentale en définitive. Les races interstellaires font d'abord de même avec des échantillons de diverses espèces animales, végétales et bactériennes afin d'ensemencer la vie bactérienne, végétale et animale sur d'autres planètes, et ainsi préparer l'environnement pour recevoir des colonies de transplantation. C'est vraiment la façon la plus paresseuse d'essaimer la vie sur différentes planètes. Mais il a bien fallu que des races transcendantales créent d'abord la base des races éthériques mineures qui abondent dans notre univers. Pour qu'ensuite, les races devenues interstellaires, qui sont souvent des races devenues médianotes, se mettent à jouer au jeu des déportations de colonies de races éthériques mineures. Et donc au jeu du peuplement de notre univers. Tout ce jeu se joue au niveau éthérique. La vie éthérique étant la normale dans notre univers, dans le plan éthérique physique. Mais supposons qu'une race éthérique mineure soit créée. Comment se passe l'association d'une population d'âmes astrales, avec cette race éthérique mineure? Dans le plan éthérique, rappelons-nous que la dimension physique est simplement la dimension la plus basse du plan éthérique. Basse en termes de fréquence vibratoire dimensionnelle, cela n'a rien à voir avec des questions de niveau de conscience ou de niveau d'évolution. Du fait de la densité de la dimension physique, les races transcendantales créatrices préféreront concentrer la création de la vie dans les autres dimensions éthériques. Avec des exceptions, comme sur Terre. Le plan astral est lui aussi composé de soleils et de planètes, composé de galaxies. Et il existe des lois que l'on dira magnétiques astrales éthériques, qui ont tendance à favoriser l'association entre des formations astrales et des formations éthériques. Des lois similaires opèrent aussi pour favoriser des associations entre des formations éthériques et des formations physiques. De sorte que, sans qu'il y ait pour autant une superposition stricte, il y a des combinaisons qui permettent de penser des groupes multidimensionnels formés d'objets physiques, d'objets éthériques et d'objets astraux. Objets ici à entendre au moins à l'échelle d'une formation de taille planétaire. Quand une planète éthérique, et du fait des lois que nous venons d'évoquer. Les lois magnétiques éthériques physiques ici en l'occurrence. Une planète éthérique est souvent liée à une planète physique, le lien pouvant migrer d'une planète physique à une autre, si la première planète physique vient à disparaître à cause de quelque cataclysme. Quand une planète éthérique est élue pour abriter une race éthérique mineure, certaines opérations magnétiques seront effectuées pour lui associer une planète astrale. Une ou plusieurs planètes astrales. Les races transcendantales qui gèrent ce genre de choses, sont capables de travailler simultanément dans le plan éthérique et dans le plan astral, leurs capacités psychiques et leurs capacités technologiques sont à ce point puissantes. La normale de la vie astrale est peuplée de ce que nous allons appeler ici des races astrales de base. Ce sont des esprits immortels incarnés dans des complexions astrales prégénétiques. C'est-à-dire des complexions astrales encore à l'état brut, qui n'ont pas encore intégré d'empreinte génétique. Pour un esprit immortel, c'est quelque chose de relativement simple, de focaliser son attention sur un point spatial situé vibratoirement dans l'astral, et de travailler ce point focal jusqu'à y accumuler une masse astrale brute. Avec des propriétés suffisamment magnétiques pour que l'esprit immortel qui effectue l'opération, puisse venir s'enchâsser dans cette masse astrale. Et ainsi devenir une âme astrale de base. À moins d'être déjà un esprit particulièrement puissant, un esprit, disons, de base, ou moyen, n'a pas suffisamment de pouvoir pour créer directement une complexion astrale génétisée. Mais ça ne lui est pas trop difficile de créer une complexion astrale prégénétique. Plus exactement, non génétique, mais génétisable. Une complexion astrale devient génétisée quand elle s'incarne pour la première fois dans une complexion éthérique qui, elle, est nécessairement de nature génétique. Car sans un programme génétique, aucun objet éthérique ne peut devenir une créature vivante. Dans le fonctionnement de base des lois magnétiques génétiques, une race astrale devient génétique quand elle s'associe à une race éthérique. La dite race astrale devient la partie astrale de la race éthérique à laquelle elle est associée. Et par abus de langage, la race éthérique concernée devient la partie éthérique de la race astrale qui lui est associée. Le processus de base par lequel une race astrale est génétisée, c'est l'incarnation des âmes astrales dans des complexions éthériques. Mais c'est juste le processus de base. Une race éthérique sur une planète donnée, va offrir par exemple un rendement plus ou moins stable de quelques centaines de millions de complexions éthériques par siècle. Si on décrit les choses avec le découpage terrestre du temps. Alors que la quantité d'âmes astrales du côté astral, est de l'ordre de milliards, quand c'est peu. Il peut se passer 1 million d'années sans qu'une grande partie des âmes astrales n'ait pu avoir la possibilité de prendre leur toute première incarnation dans une complexion éthérique. Il faut que l'ensemble des âmes astrales associées à une race éthérique donnée, sur une formation planète astrale planète éthérique, soit génétisée, et il faut que l'évolution génétique qui va se produire pour la race éthérique, soit communiquée à sa contrepartie astrale.
Si ce processus ne dépendait que du seul mécanisme de l'incarnation des âmes astrales dans des complexions éthériques, alors le problème deviendra absolument insoluble. Mais il existe d'autres propriétés énergétiques qui permettent de réaliser différemment la génétisation de la race astrale. Deux âmes astrales génétisées peuvent engendrer une nouvelle âme astrale, qui va naturellement hériter de la génétisation de ses parents astraux. Et je ne parle pas ici d'une reproduction sexuée sur le modèle de la race humaine terrestre. Considérons une race astrale génétisée. Une âme astrale de cette race va avoir une nette prédominance magnétique pour s'incarner dans la race éthérique génétique correspondante. Cette prédominance magnétique est si forte qu'il faut un réel effort pour la suspendre et permettre à l'âme astrale de s'incarner dans une race éthérique étrangère. Étrangère parce que n'ayant pas le même substrat génétique que l'âme considérée. Un autre aspect important à prendre en considération. Considérons une âme astrale d'un niveau donné de développement génétique. Et notamment de développement neurogénétique pour le dire de manière plus précise. Supposons que cette âme astrale ait suffisamment de force pour suspendre sa connexion magnétique à sa race éthérique normale. Cette âme peut-elle s'incarner dans une race éthérique de moindre développement neurogénétique? Oui. Et cela est même relativement facile. Après cette incarnation, l'âme astrale va revenir naturellement à sa race éthérique normale. Et il lui faudra un nouvel effort pour s'incarner de nouveau dans une race éthérique étrangère. Mais cette âme peut-elle s'incarner dans une race éthérique supérieurement évoluée sur le plan neurogénétique? Non. Le déphasage magnétique génétique est plus facile à surmonter quand une âme s'incarne dans une race inférieure. Et il est extrêmement difficile à surmonter quand une âme essaie de s'incarner dans une race supérieure. Toujours du point de vue du développement neurogénétique. Pour qu'une âme astrale s'incarne dans une race éthérique génétiquement supérieure, tout le processus doit être maîtrisé par des êtres de la dite race. Qui invite donc ainsi une âme astrale de moindre développement génétique à venir faire un petit stage parmi eux. L'évolution neurogénétique. Pour souligner directement l'aspect le plus important. L'évolution neurogénétique possède une limite absolue. Du fait des lois énergétiques et mécaniques qui déterminent les paramètres de complexité d'un cerveau. Cela veut dire que pour une race éthérique, pour une complexion éthérique, il existe un niveau maximum de puissance neuropsychique. Parce qu'il existe un niveau maximum de complexité neurogénétique. À ce stade, la suite du développement devient uniquement psychique, parce que, en quelque sorte, la perfection neuropsychique a été atteinte. Ce sont les races éthériques transcendantales qui se situent à ce stade. Et seules les âmes astrales correspondantes vont pouvoir s'incarner au sein de telles races. En pratique, on peut observer une limitation relativement stricte dans le nombre d'individus au sein d'une race éthérique transcendantale. Il faut noter quelque chose d'important à la marge de tout ce qui précède. Les races astrales sont toutes naturellement interstellaires. Et elles le sont naturellement, dans la mesure où une âme astrale est naturellement capable de se déplacer librement dans l'espace à vitesse voulue. Tout cela dans l'univers astral. Il faut quelques opérations psychiques de translation au sein du plan astral et au sein des dimensions astrales, mais fondamentalement toute âme astrale est dotée de la capacité de voyager librement dans l'espace, sans le secours d'aucune technologie. Seules les âmes de race astrale transcendantale sont capables de se matérialiser directement. Mais ponctuellement. Dans les dimensions éthériques et dans la dimension physique. Se matérialiser ne signifie pas se densifier. Si une âme astrale se densifiait dans une dimension éthérique ou dans la dimension physique, elle mourrait. À cause de la violation des lois énergétiques qui séparent les états de la substance entre deux plans. Se matérialiser signifie se mettre en translation au bord d'une dimension ou d'une autre, puis agréger de la semi-matière ou de la semi-énergie à la normale de la dimension, et ainsi se doter d'un corps temporaire. Un corps de manifestation. Susceptible d'agir partiellement comme un corps normal de la dimension considérée. Dans l'environnement considéré. La durée de stabilité d'un tel corps dépend de la force utilisée ponctuellement pour le manifester. Les individus des races éthériques transcendantales peuvent se déplacer dans l'espace avec leur corps éthérique directement, et ils peuvent se matérialiser comme ils le désirent. Et paramétrer leur corps de manifestation pour qu'ils demeurent stables sur des années. Ce sont des races cosmiques, qui n'ont plus besoin des vaisseaux pour naviguer entre les étoiles et les galaxies. Et qui n'utilisent des vaisseaux interstellaires que dans certaines conditions. Par exemple pour transporter de gros équipements technologiques d'un monde à l'autre, pour voyager avec des êtres de race moins évoluée, pour disposer des amplificateurs technologiques nécessaires pour faire certains travaux de gestion des ensembles cosmiques. Etc. La translation cosmique peut désigner les paramètres spécifiques de la translation qui permettent de se déplacer librement dans l'espace brut. Et pour des races médianes et majeures, cela est impossible, ou très difficile, à même, leur corps éthérique directement. Mais elles peuvent le faire avec des vaisseaux. Une race qui maîtrise la fabrication de vaisseaux à translation cosmique est une race dite interstellaire.